Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part en 1925, année qui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Iran, avec l'avènement de la dynastie Pahlavi qui remplace la dynastie Kadjar. Cet événement, fondamental pour la compréhension et de l'évolution politique de la société du pays au XXe siècle, a profondément remodelé les structures étatiques et les dynamiques internes de la société iranienne, remplaçant la dynastie Kadjar à bout de souffle. L'étude de cette prise de pouvoir s'impose tant pour saisir les ressorts de la modernisation iranienne que pour comprendre les tensions que traverseront le pays jusqu'à la révolution de 1979. Vous voulez en savoir plus sur la prise de pouvoir des Pahlavi? Venez avec moi. La dynastie Kadjar, issue d'une tribu turcophone originaire d'Asie centrale, règne sur l'Iran à partir de 1789. Bien qu'elle ait ouvert le pays au monde et qu'elle a été à l'origine de nombreuses améliorations dans la formation de l'armée, les transports ferroviaires, le domaine bancaire et l'acheminement du courrier, l'Iran est au début du XXe siècle tiraillé entre tradition et ambition moderniste. De plus, Ahmad Shah, le dernier des souverains de la dynastie Kadjar, a été monté sur le trône en 1906. Il ne parvient pas à endiguer la corruption endémique qui ravage son administration. La révolution constitutionnelle, qui impose par ailleurs une constitution et un parlement au pays, ne fait qu'accentuer les divisions internes. Si, comme l'explique l'historien de la Perse Yann Richard, les tentatives anglaises, notamment en 1919, pour mettre définitivement la main sur la Perse, en profitant de l'éclipse russe, furent mises en échec par un sursaut patriotique, la grande dynastie des Kadjar finit cependant par être balayée. En 1921, Reza Khan, un officier cosaque, profite de ce moment de chaos politique pour prendre le pouvoir. Ahmad Shah est alors destitué et en décembre 1925, Reza Khan, proclamé Shah d'Iran, la dynastie royale des Pahlavi, est née. À la veille de 1925, l'Iran est marqué par une instabilité politique chronique et une fragmentation du pouvoir. La dynastie Kadjar, au pouvoir depuis la fin du XVIIIe siècle, peine à maintenir son autorité face aux ingérences étrangères, notamment britanniques et russes, et à l'affaiblissement de l'administration centrale. Sur le plan social, la population subit les conséquences du sous-développement, de l'analphabétisme généralisé et des inégalités profondes entre les élites et les classes populaires. L'économie, essentiellement agraire, souffre de l'absence d'industrialisation et d'une fiscalité inefficace. Par ailleurs, la révolution constitutionnelle de 1906, bien qu'ayant instauré un parlement, n'a pas réussi à stabiliser durablement le pays, ouvrant la voie à de nouvelles ambitions politiques, on aurait pu s'en douter. Le pays est dans un tel état de chaos que la dynastie Kadjar est à bout de souffle et n'arrive plus à gouverner ni à endiguer les problèmes. Et Reza Khan, officier de l'armée, formé à la discipline et à l'organisation militaire moderne, émerge comme une figure centrale dans un contexte de crise. En février 1921, il orchestre un coup d'État avec l'appui de factions militaires et de certains milieux nationalistes, prenant rapidement le contrôle du gouvernement. Sa montée en puissance s'accompagne d'une politique de centralisation et d'une répression des oppositions régionales. Par une série de manœuvres politiques et d'alliances, Reza Khan parvient à marginaliser le dernier souverain Kadjar et à s'imposer progressivement comme le chef incontesté du pays. Sa légitimité se construit sur sa capacité à restaurer l'ordre, à défendre la souveraineté nationale face aux ingérences étrangères. Pour ne rien arranger, les Kadjar, la dynastie au pouvoir, se sont liés avec des intérêts étrangers, menaçants, signant avec l'Empire russe en 1828 le traité de Turcoman-Tchaï, qui cède une partie du Caucase et autorise l'ingérence russe dans les affaires intérieures. Ce traité accordait aussi au clergé chiite des garanties tacites,
Moscou soutenant leur autorité en échange de leur fidélité au régime. Ce triangle, monarchie faible, clergé fort, puissance étrangère protectrice, verrouillait toute possibilité de réforme réelle. Les modernisateurs se sont heurtés à une coalition conservatrice fermement décidée à préserver ses privilèges. Et les tensions entre Russie et Grande-Bretagne ont transformé l'Iran en champ de bataille diplomatique. Le pays fut divisé de facto en deux sphères d'influence, à travers un accord secret anglo-russe en 1907, sans que les Iraniens ou même le souverain Kadjar en soient informés. Face à ce démembrement humiliant, les institutions nées en 1906 ont rapidement perdu en crédibilité. Le Parlement fut plusieurs fois dissous, les constitutions suspendues, le peuple sombre de nouveau dans le désespoir. Bien que le pays fût officiellement neutre, la Première Guerre mondiale fut une catastrophe. Invasion de troupes étrangères, famine, épidémie, déplacement de population. L'Iran était exsangue, sans pouvoir central réel. C'est dans ce vide que surgit Reza Khan, modeste officier issu des rangs des brigades de Cosaques, une force militaire organisée à l'origine par les Russes. Il impose sa venue par sa discipline, sa rigueur, son patriotisme. En février 1921, il mène une marche éclair sur Téhéran. Ce n'était pas un soulèvement armé, à proprement parler, il faut le préciser. Aucune résistance ne fut opposée. L'armée reste passive, les notables silencieux, même le clergé ne lève pas le petit doigt. Ce calme apparent révèle un profond désir de changement dans la société. Le fait que Reza Khan s'empare du pouvoir, sans effusion de sang, sans résistance, témoigne d'un soutien implicite, voire d'une attente du peuple. Il représente une nouvelle figure, ni prince, ni mollah, mais un homme de la nation, lassé des querelles de palais, des ingérences étrangères, de l'instabilité chronique, la population voit en lui un rempart contre l'effondrement. Il s'impose, pas comme un putschiste, mais entre dans le cadre légal hérité de la révolution constitutionnelle. Il fut nommé commandant en chef de l'armée, ministre de la guerre et enfin Premier ministre en 1923. Créé en 1906, le Parlement valide chacune de ses nominations. Mais quand il envisage de proclamer la République à l'image de son modèle Atatürk, il agit dans les limites de la Constitution. Mais le clergé, inquiet de perdre son influence, s'oppose fermement à cette décision. Pour préserver leurs privilèges, les mollahs préfèrent le maintien d'une monarchie afin d'en contrôler les contours. Nous ne sommes pas dans l'Empire ottoman qui s'est effondré après la Première Guerre mondiale et favorisé la République turque. Dans l'Iran, la monarchie est toujours bien vue. Seule la dynastie Kadjar ne veut plus être au pouvoir et le clergé ne veut plus d'elle en même temps. Face à cette opposition, le Parlement décide d'instaurer une nouvelle dynastie. En décembre 1925, l'Assemblée constituante est régulièrement convoquée et légitime au regard de la loi fondamentale de 1906, vote la fin de la dynastie Kadjar. Reza Khan fut proclamé empereur sous le nom de Reza Shah Pahlavi. Voté, inscrit dans le cadre légal et présenté comme une continuité de l'élan constitutionnaliste, ce changement fut imposé sans rupture violente et non par la force. Le nom fut choisi avec soin. Il renvoyait à la langue moyen perse de l'époque sassanide, mais surtout le héros chevaleresque du livre des rois du poète Ferdowsi Zi. Ce choix symbolique marque une volonté de renaissance nationale, de retour à une identité iranienne débarrassée des influences ottomanes ou arabes. Une fois couronné, il met en œuvre un vaste programme de modernisation. Il construit des routes, des chemins de fer, des écoles, des universités, réforme le système judiciaire en introduisant un code civil inspiré du modèle français.
Il limite le pouvoir des chefs de tribu et du clergé dans la justice et l'éducation. Il fait de l'école un lieu laïque, obligatoire et central dans le projet de construction nationale. Les femmes furent intégrées au système éducatif, les premières écoles féminines ouvrant. En 1936, le port du voile obligatoire fut aboli dans les lieux publics. Mais cette modernisation s'accompagne d'un autoritarisme croissant, partis politiques interdits, presse muselée, opposants exilés ou emprisonnés. Et Reza Shah impose sa vision d'un État fort, centralisé et laïque, et sans partage. Pourtant, dans cette concentration de pouvoir, il porte plus loin que ses prédécesseurs l'idéal de 1906, celui d'un Iran souverain, maître de son destin. 100 ans après, faut-il retenir l'autoritarisme du règne ou l'élan modernisateur qu'il a su incarner? Faut-il juger l'homme ou mesurer l'héritage? Ce qui est certain, c'est que Reza Shah a marqué une étape décisive en rompant l'alliance néfaste entre les Qadjars, le clergé et les puissances étrangères. Il a restauré la souveraineté de l'État, et bien que les espoirs démocratiques aient été balayés et étouffés, les inspirations de 1906 n'ont jamais disparu. L'héritage de la dynastie Pahlavi est complexe et ambivalent. À court terme, la modernisation engagée par Reza Shah a permis de renforcer l'État, d'améliorer les infrastructures, d'accroître la présence iranienne sur la scène internationale. Toutefois, l'autoritarisme du régime, la marginalisation des oppositions, la rupture avec certaines traditions ont généré des tensions sociales et politiques persistantes. À long terme, ces transformations ont préparé le terrain pour la contestation qui aboutira à la révolution de 1979, marquant la fin de la dynastie Pahlavi et l'avènement de la République islamique d'Iran. L'étude de cette période éclaire ainsi les enjeux contemporains de la société iranienne, partagée entre aspiration à la modernité, attachement à ses traditions. La prise de pouvoir de la dynastie Pahlavi en 1925 constitue un moment charnière dans l'histoire iranienne, marquant la transition vers un État moderne, centralisé. Loin de se limiter à un simple changement dynastique, cet événement a ouvert une période de réformes profondes dont les effets continuent de structurer le paysage politique et social de l'Iran. Si vous voulez en savoir plus sur l'Iran, je vous invite à voir ma vidéo sur l'Iran durant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 20 janvier 1925, c'est le traité de Pékin, avec un accord du Japon et de l'Union soviétique. Le 10 février, on trouve le concordat entre la Pologne et le Vatican. Le 26 avril, Paul von Hindenburg devient président de la République de Weimar. Le 18 avril, c'est la révolte militaire à Lisbonne. Du 17 juin au 25 juillet 1925, c'est la conférence de Madrid entre la France et l'Espagne sur la question du Maroc. Le 28 juillet, le maréchal Pétain rencontre le dictateur espagnol Primo de Rivera. Le 18 octobre 1925, c'est la grande révolte syrienne. Comme on l'a vu, en février 1921, Reza Khan, officier d'origine modeste, s'impose sans violence à la tête d'un pays tiraillé entre ingérence étrangère, monarchie faible, clergé fort. Proclamé empereur fin 1925 et couronné en avril 1926, il modernise l'État, réduit le rôle des mollahs et fait de l'école laïque un levier de l'égalité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.